Le réveil sonna à 6h30 du matin. Un bruit strident qui coupa le silence d'un petit appartement niché au 3e étage d'un immeuble modeste dans le quartier de la Guillotière, à Lyon. Camille Moreau, 29 ans, se leva d'un bond. Sa fille, Élise, encore endormie dans la pièce voisine, ne devait pas manquer l'école, et elle-même avait une matinée cruciale devant elle, un entretien d'embauche dans une entreprise de technologie du centre-ville. Elle avait passé la nuit à répéter mentalement ses réponses, les poches sous les yeux trahissant le poids des responsabilités qu'elle portait seule depuis des années. Le petit déjeuner fut rapide, presque silencieux. Élise, 7 ans, sentit immédiatement la nervosité de sa mère, même si Camille s'efforçait de sourire. Elles quittèrent l'appartement à 7h45, traversant les rues encore humides de rosée, les mains serrées l'une dans l'autre. Après avoir laissé Élise à l'école avec un baiser sur le front, Camille se hâta vers la station de métro, son dossier à la main, espérant que la ligne A ne connaîtrait pas de perturbations ce matin-là. Mais évidemment, les choses ne se passèrent pas comme prévu. Un incident technique ralentit la ligne et Camille arriva avec 12 minutes de retard à l'immeuble de Veritech Solutions. À l'accueil, la secrétaire la scruta d'un regard peu aimable avant de l'inviter à patienter. Lorsqu'elle entra enfin dans la salle d'entretien, elle se retrouva face à un homme au costume strict, l'air froid et expéditif. Il consulta sa montre à 2 reprises pendant qu'elle essayait de se présenter. Ses réponses, préparées avec soin, semblaient désormais hésitantes. Ses mains tremblaient légèrement et ses mots s'enchaînaient avec moins de fluidité que prévu. L'intervieweur fronça les sourcils, notant quelque chose dans un carnet sans même la regarder dans les yeux. « Vous n'avez pas l'air prête pour ce poste, Madame Moreau. Nous cherchons quelqu'un de rigoureux et ponctuel. » Les mots tombèrent comme une claque. Camille tenta de se rattraper, parlant de sa motivation, de sa capacité d'adaptation, de ses expériences passées. Mais c'était trop tard. Il hocha la tête poliment, mit fin à l'entretien et la raccompagna sans un mot de plus. En sortant du bâtiment, le cœur de Camille battait plus fort que jamais. Mais ce n'était pas de l'excitation. C'était une panique sourde, une honte tenace. Elle marcha vite, baissant la tête pour cacher ses larmes qui montaient malgré elle. L'humiliation, l'impression d'avoir tout gâché, la fatigue accumulée, tout se mélangeait dans un brouillard lourd. Elle n'osa même pas appeler sa mère pour lui raconter. Mais alors qu'elle descendait les marches de l'imposant immeuble de verre et d'acier, l'impensable se produisit. Un cycliste, déboulant trop vite sur le trottoir, manqua de peu de la percuter. En voulant éviter l'impact, un homme élégant, qui marchait en sens inverse, trébucha violemment tombant au sol. Des papiers volèrent dans les airs, une mallette s'ouvrit sur le bitume et le chaos s'installa pendant quelques secondes. Camille, sans réfléchir, courut vers l'homme. Elle l'aida à se redresser, rassembla ses documents, vérifia qu'il n'était pas blessé. L'homme, visiblement choqué mais indemne, s'assit sur un banc à proximité pendant qu'elle continuait de ramasser les papiers éparpillés. Il la remercia, un peu surpris de sa rapidité et de sa gentillesse. « Vous êtes sûr que ça va ?» demanda-t-elle encore à genoux, ramassant un dernier dossier tombé près d'un lampadaire. « Oui, merci. C'est rare. Enfin, ce genre de réaction. » Elle lui tendit les papiers. Il les prit en silence, les yeux fixés sur elle avec un mélange d'incrédulité et de curiosité. « Vous avez été très rapide. Merci encore. » Camille fit un petit sourire fatigué et hocha la tête. Elle s'apprêtait à repartir, encore sous le choc de sa propre matinée. Elle n'avait pas remarqué le nom imprimé en lettres dorées en haut de la couverture en cuir d'un des documents qu'elle avait touchés. Un nom qui, à lui seul, faisait frémir les sphères économiques de toute la région. Elle reprit sa marche un peu plus droite, sans savoir que ce simple acte de bonté allait changer le cours de sa vie. Le ciel restait couvert au-dessus de Lyon, donnant à la ville une atmosphère morose qui semblait parfaitement s'aligner avec l'état d'esprit de Camille. Après sa mésaventure à l'entretien, son pas était lent mais mécanique, comme si son corps avançait de lui-même, tandis que son esprit s'enfonçait dans une spirale de découragement. Elle avait l'habitude des jours difficiles, mais celui-ci avait une amertume particulière. Ce n'était pas seulement un refus de plus, c'était le refus qui semblait fermer la dernière porte encore entr'ouverte. C'est alors qu'elle s'apprêtait à traverser la place Bellecour qu'un fracas soudain coupa le cours de ses pensées. Un cycliste, visiblement pressé, s'engagea sur le trottoir à toute vitesse, manquant de renverser plusieurs piétons. Camille fit un pas en arrière par réflexe,
Mais un homme à sa droite n'eut pas cette chance. Il tenta d'éviter le vélo en reculant brusquement, trébucha sur une bordure et s'écroula lourdement sur le sol. Sans même réfléchir, Camille se précipita vers lui. Ce fut une impulsion, un élan naturel, sans calcul ni hésitation. L'homme, vêtu d'un manteau en laine foncée, avait chuté sur le côté, sa mallette en cuir projetée à quelques mètres, son contenu éparpillé sur les pavés. Plusieurs passants s'arrêtèrent brièvement, mais aucun ne bougea pour aider. Camille, elle, s'agenouilla immédiatement à ses côtés. « Monsieur, vous allez bien ?» demanda-t-elle, sa main touchant doucement son bras pour vérifier s'il pouvait bouger. L'homme grimaça mais acquiesça d'un signe de tête. Il tenta de se redresser, mais Camille l'aida doucement à s'asseoir sur un banc tout proche. Une fois qu'il fut plus stable, elle se tourna vers le désordre sur le trottoir. Feuilles, dossiers, quelques objets personnels. Elle se mit à ramasser avec méthode, veillant à ne froisser aucun papier. « Merci. Vraiment ?» murmura-t-il, la voix légèrement essoufflée. Il l'observait, surpris par sa réactivité. Dans ses gestes précis et son calme apparent, il percevait une détermination discrète. Camille, concentrée sur les documents, ne répondit pas immédiatement. Elle empilait les feuilles avec soin, les classant approximativement, avant de les remettre dans la mallette encore ouverte. « Ce cycliste est apparu de nulle part, dit-elle, en relevant enfin les yeux vers lui. « Vous n'avez rien de cassé ? Je ne crois pas. Peut-être un bleu de main, mais rien de grave. Vous m'avez évité bien pire, je crois. » Camille esquissa un sourire rapide, puis lui tendit les papiers qu'elle tenait encore. Il les prit avec une certaine lenteur, comme s'il cherchait à prolonger le contact, ou peut-être à comprendre qui était cette femme qui venait de surgir dans sa matinée avec autant de bienveillance. « Vous travaillez ici dans le coin ?» demanda-t-il tout en inspectant ses documents. « Non, j'y étais pour un entretien, qui ne s'est pas très bien passé, » dit-elle sans entrer dans les détails. Il hocha légèrement la tête, observant son visage. Camille portait un manteau bon marché mais propre, son sac usé mais organisé, ses cheveux attachés avec soin. Il y avait dans son regard une forme de dignité tranquille, celle qu'on acquiert lorsqu'on apprend à se relever sans bruit. « Désolé d'entendre ça. Le monde professionnel peut être impitoyable, surtout avec les gens honnêtes, » ajouta-t-il, presque pour lui-même. Elle baissa les yeux, sentant que l'émotion menaçait de la submerger à nouveau, mais elle se reprit vite. Elle ne voulait pas paraître fragile, surtout pas devant un inconnu. « C'est gentil, mais je vais m'en sortir, » répondit-elle. Elle s'apprêtait à le saluer et à repartir quand il lui tendit une carte de visite d'un geste naturel. « Si un jour vous avez besoin d'aide ou d'un conseil professionnel, vous avez un esprit vif et une réactivité rare. » Camille regarda brièvement la carte, sans vraiment s'attarder sur les détails. Elle était trop concentrée sur son besoin de quitter cette scène, d'échapper à la gentillesse inattendue qui risquait de faire craquer la façade qu'elle s'efforçait de maintenir. Elle glissa la carte dans son sac, hocha la tête en guise de remerciement et tourna les talons. Ce qu'elle n'avait pas remarqué dans le feu de l'action, c'était le nom imprimé en relief doré sur la couverture rigide d'un des dossiers qu'elle avait ramassé, ni le logo qui figurait en haut de plusieurs documents. Encore moins le regard insistant que le passant blessé lui avait lancé, tandis qu'elle s'éloignait. Il ne s'agissait pas d'un cadre moyen ou d'un simple homme d'affaires pressé. C'était Luc Dumont. Et bien qu'elle n'ait pas encore fait le lien, lui savait déjà que cette femme, croisée au détour d'un accident anodin, ne quitterait pas ses pensées de sitôt. Luc resta assis quelques minutes de plus, son regard suivant la silhouette de Camille qui s'éloignait dans la foule. Il avait l'habitude de croiser des gens, d'en recruter, de les observer. Mais elle n'avait rien demandé, rien exigé. Elle avait simplement agi, instinctivement, efficacement, humainement. Et c'était précisément ce qui l'intriguait. Il rassembla ses affaires et se leva lentement, sentant une légère douleur dans sa hanche droite. Il avait une réunion dans moins d'une heure, mais son esprit n'était plus tout à fait là. Pendant ce temps, Camille continuait son chemin. Elle pensait déjà à Élise, à ce qu'elle pourrait bien lui dire ce soir, à ce qu'il restait dans le réfrigérateur. Elle n'avait pas remarqué que son regard était plus clair qu'en sortant de l'immeuble, ni que ses épaules étaient un peu moins courbées. Dans sa poche, la carte de Luc Dumont vibrait doucement contre la doublure de son sac, silencieuse promesse d'un tournant invisible. Mais pour Camille, c'était juste un geste de politesse entre deux inconnus. Elle rentra chez elle sans se douter que son destin venait d'être subtilement,
mais définitivement déplacé. Le retour de Camille à son appartement se fit dans un silence pesant, ponctué seulement par le bruit monotone des talons sur les trottoirs inégaux du quartier. Le ciel, encore chargé de nuages gris, semblait lui aussi alourdir chaque pas qu'elle faisait. Son esprit essayait de ne pas ruminer l'échec de l'entretien, mais les mots du recruteur résonnaient encore avec une précision cruelle. Pas prête. 2 mots simples, mais capables de fissurer la carapace que Camille avait patiemment construite. En franchissant le seuil de son immeuble, elle remonta les 3 étages en marchant lentement, prenant soin de ne pas réveiller la douleur dans ses genoux qu'elle attribuait à la fatigue constante. Elle poussa la porte de son petit 2 pièces et une odeur familière de lessive bon marché et de vieux parquet l'accueillit. L'espace était modeste mais rangé, résultat d'un effort quotidien pour que l'endroit reste un cocon sûr pour Élise. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était leur refuge. La première chose que Camille fit fut de retirer ses chaussures et d'ouvrir la fenêtre du salon, laissant entrer un souffle d'air frais. Elle s'assit ensuite sur le canapé usé, les mains sur les genoux, et resta là quelques minutes, immobile. Dans un coin de la pièce, une pile de courriers non ouverts menaçait de tomber. Rappels de paiement, factures d'électricité, relance de la CAF. Elle les connaissait presque par cœur. Elle savait exactement combien il lui restait sur son compte. 58 € et quelques centimes. De quoi tenir encore une semaine à condition de ne pas avoir d'imprévu. Un bruit de clé dans la serrure la sortit de ses pensées. C'était Élise, accompagnée de leur voisine, Madame Laurent, qui la gardait parfois après l'école quand Camille avait un rendez-vous. La petite fille entra en courant, son sac à dos rebondissant derrière elle. « Maman, regarde, j'ai eu un bon point aujourd'hui. » Camille força un sourire et ouvrit les bras. Élise s'y précipita, riant, innocente. « C'est formidable, ma chérie, tu es vraiment une championne. » Elle l'embrassa sur le front, puis remercia Madame Laurent avec chaleur avant de refermer la porte. Une fois seule, elle aida sa fille à retirer son manteau, puis l'installa dans la cuisine pour qu'elle fasse ses devoirs. Pendant ce temps, Camille ouvrit le réfrigérateur. Une brique de lait entamé, 2 œufs, un reste de riz et un fond de confiture. Ce soir, ce serait omelette. Encore. Elle s'en voulait un peu, mais Élise n'était pas difficile. L'enfant mangeait tout sans se plaindre, comme si elle comprenait à sa manière que les choses n'étaient pas faciles. Pendant que l'omelette cuisait, Camille alluma son ordinateur portable, posé sur la petite table basse du salon. L'écran mit du temps à s'allumer comme chaque jour. Elle ouvrit sa boîte mail. Rien de nouveau à part quelques messages automatiques de sites d'emploi. Elle soupira et se remit à envoyer son CV à une dizaine de nouvelles annonces. Assistant administratif, réceptionniste, préparateur de commandes, tout ce qui ne demandait pas de diplômes spécifiques ou d'expérience trop pointue. Elle adaptait chaque lettre de motivation, même si elle savait que peu de recruteurs prenaient vraiment le temps de les lire. Élise termina ses devoirs sans difficulté. Après le repas, elles s'installèrent ensemble sur le canapé pour lire une histoire. C'était leur rituel du soir. Camille ne voulait pas que sa fille sente le poids de leurs difficultés. Elle faisait tout pour lui donner un sentiment de normalité. Quand Élise s'endormit dans ses bras, Camille la porta doucement jusqu'à son petit lit, recouvert d'une couverture rose qu'elle adorait. Elle resta un moment à la regarder dormir, puis retourna dans le salon. Il était presque 11 heures du soir. La fatigue lui écrasait les épaules, mais elle rouvrit l'ordinateur. Elle vérifia une dernière fois sa boîte mail. Toujours rien. Elle resta là à fixer l'écran vide jusqu'à ce que ses paupières deviennent trop lourdes. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, dans un bureau situé au dernier étage d'un immeuble moderne en verre et acier, Luc Dumont terminait une réunion. Son regard était distrait et ses collaborateurs le remarquèrent. Lui, d'ordinaire si concentré, semblait absent. Il pensait à cette femme du matin. Cet inconnu qui, en l'espace de quelques minutes, avait changé le cours de sa journée. Pas par ses mots, par ses gestes, par son attitude, par ce mélange de simplicité et d'assurance tranquille. Luc se souvenait du regard de Camille, d'une franchise rare. Il n'avait pas posé de questions tout de suite, mais dès son retour au bureau, il avait fait quelques recherches. Il avait reconnu son nom sur un formulaire qu'elle avait rempli plus tôt dans la matinée, Camille Moreau. Elle avait passé un entretien dans sa propre entreprise ce même jour. Un entretien que son responsable des ressources humaines avait d'ores et déjà classé comme non concluant. Luc relut le rapport.
Il y trouvait des phrases comme « arrivée en retard »,« discours confus »,« manque d'expérience dans le secteur technologique ». Rien de surprenant dans ce type de retour. Ce qu'il trouvait surprenant, c'était la dissonance entre ce compte rendu impersonnel et la femme qu'il avait rencontrée. Il décida alors de consulter son CV. Bac littéraire, quelques expériences dans l'administration, un parcours haché mais cohérent. Une période de pause entre 2 emplois, probablement due à la maternité. Il y avait une ligne qui attira son attention. Expérience dans le milieu associatif, accompagnement de familles monoparentales. Il posa le CV et resta pensif. Il y avait quelque chose à creuser. Pas pour la sauver, pas par pitié, mais parce qu'il y avait là une ressource humaine que personne dans son équipe n'avait su lire correctement. À minuit passé, Camille s'était finalement assoupie sur le canapé, la tête posée contre l'accoudoir, une couverture fine sur les jambes. Son ordinateur encore allumé éclairait faiblement la pièce. Dans un onglet, une lettre de motivation restait inachevée. Dans un autre, une offre d'emploi qui venait d'expirer. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'à cet instant précis, son nom venait d'être mentionné dans une réunion confidentielle et que la perception de son potentiel venait de changer radicalement. Le lendemain matin, Camille fut réveillée non pas par le réveil habituel, mais par un coup de téléphone. Encore ensommeillée, elle attrapa son portable sur la table basse, pensant d'abord à un appel de l'école ou à une erreur. L'écran affichait un numéro inconnu. Elle hésita une seconde, puis décrocha avec une voix encore fatiguée. « Bonjour Madame Moreau, ici Léa Perrin, assistante au département d'innovation de Veritech Solutions. Je vous appelle suite à une recommandation interne, une très forte recommandation, pour vous proposer un nouvel entretien. Cette fois directement avec notre direction stratégique. Est-ce que vous seriez disponible demain matin à 9 h? Camille, surprise, cligna plusieurs fois des yeux pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Elle s'assit lentement, la couverture glissant de ses épaules. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, mais... Pardon, je ne comprends pas très bien. Vous parlez d'une recommandation? Oui, tout à fait. Il s'agit d'une recommandation venant de très haut dans notre hiérarchie. On m'a demandé de vous recontacter personnellement. Aucun autre détail ne m'a été transmis. Je peux vous envoyer une confirmation par email avec les informations précises si vous le souhaitez. Oui, je vous remercie, répondit Camille, encore un peu déboussolée. Elle raccrocha, fixa l'écran de son téléphone, puis se leva en hâte pour vérifier sa boîte mail. Un message de confirmation venait déjà d'arriver avec l'intitulé de l'entretien « Entretien exploratoire, département innovation, priorité 1 ». Elle n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. La veille encore, elle sortait de l'entreprise la tête basse, convaincue d'avoir raté sa dernière chance. Et voilà qu'on la recontactait, sans explication, pour une seconde opportunité, et pas n'importe laquelle. Un entretien avec un département central, avec mention d'une recommandation importante. Elle se leva précipitamment, réveilla Élise et tenta de suivre le rythme du matin comme si tout était normal. Mais son esprit était ailleurs. Elle pensa brièvement à l'homme qu'elle avait aidé dans la rue. Était-ce possible que ce soit lié à lui? Avait-il un lien avec Veritech? Elle tenta de rejeter cette idée, se trouvant ridicule. Après tout, il ne lui avait donné qu'une carte de visite, et elle ne l'avait même pas lue attentivement. Elle alla fouiller dans son sac, retrouva la carte entre 2 papiers et la regarda enfin. Le nom, Luc Dumont, directeur général, Veritech Solutions. Son souffle se coupa un instant. Le souvenir du dossier qu'elle avait ramassé, avec le logo de l'entreprise, les feuilles tamponnées, tout prit soudain sens. Elle resta figée, la carte dans la main, incapable de parler pendant quelques secondes. Elle comprit alors que ce n'était pas une simple coïncidence, que cet homme n'avait pas seulement noté son nom, mais avait pris une initiative décisive. Elle ressentit à la fois de la stupeur, de la reconnaissance et une certaine inquiétude. Elle ne comprenait pas pourquoi un dirigeant de ce niveau s'intéresserait à son cas. Elle n'avait rien d'exceptionnel à offrir, pensait-elle. Elle était juste une femme qui essayait de survivre. Le reste de la journée fut une succession de préparatifs nerveux. Elle ressortit son tailleur, repassa sa chemise, remit à jour son dossier, vérifia ses mails pour s'assurer qu'elle n'avait rien mal lu. Elle tenta de ne pas projeter trop d'espoir. Après tout, rien ne garantissait que cette nouvelle entrevue aboutirait. Elle pouvait aussi bien être convoquée pour une simple formalité avant un nouveau refus.
Mais l'idée qu'une deuxième chance existait suffisait à lui donner l'énergie nécessaire. Le soir venu, Camille coucha Élise un peu plus tôt, expliquant qu'elle avait un rendez-vous important le lendemain. La petite fille, intuitive, comprit sans poser trop de questions. Elle serra fort sa mère dans ses bras, chuchotant avec une certitude enfantine. « Tu vas réussir, maman. » Camille eut du mal à contenir son émotion, mais elle sourit et acquiesça. Une fois seule, elle s'assit devant son miroir, tenta de calmer sa respiration, puis relut quelques notes qu'elle avait préparées. Le lendemain, elle se leva bien avant l'aube. Elle prépara Élise en silence, la conduisit à l'école, puis prit le métro plus tôt que nécessaire. Elle préférait arriver en avance, quitte à attendre dehors. Le souvenir de son retard précédent lui collait encore à la peau. En approchant du siège de Véritech, elle remarqua qu'on lui avait demandé de se présenter non pas à l'accueil principal, mais à une entrée latérale réservée au personnel exécutif. Un badge temporaire l'attendait, et un agent de sécurité l'accompagna jusqu'à un ascenseur réservé. Chaque détail de cette visite était différent. On ne la fit pas patienter sur une banquette impersonnelle comme la dernière fois. Une assistante l'attendait dès sa sortie de l'ascenseur et la conduisit directement à une salle de réunion au design épuré, située au dernier étage, offrant une vue panoramique sur la ville. Quand la porte s'ouvrit, Camille eut un sursaut. Assis à l'autre bout de la pièce, vêtu d'un costume impeccable, se trouvait l'homme qu'elle avait aidé, Luc Dumont. Il se leva à son entrée, un sourire discret aux lèvres, et s'avança vers elle. « Camille Moreau, c'est bien cela? Je suis ravi que vous ayez accepté de revenir. Cette fois, nous allons pouvoir parler dans de meilleures conditions. » Camille, surprise, parvint à acquiescer sans trouver tout de suite ses mots. Luc lui fit signe de s'asseoir et prit place en face d'elle. La salle était silencieuse, lumineuse, mais l'atmosphère était différente. Il n'y avait pas de stress palpable, pas de froideur administrative, seulement une curiosité partagée. « Je suppose que vous avez quelques questions, » dit-il en s'appuyant légèrement sur le dossier de sa chaise. Camille se racla la gorge. « Oui, en fait, je ne comprends pas vraiment pourquoi je suis ici. Je veux dire, après ce qui s'est passé hier, je ne m'attendais pas à être rappelé. » Luc hocha la tête avec calme. « Je comprends, et je vais vous expliquer. Ce que j'ai vu hier dans la rue m'a plus appris sur vous que n'importe quelle lettre de motivation. Ce n'était pas une mise en scène, ce n'était pas un test. C'était juste vous, face à une situation imprévue. Et j'ai vu quelqu'un qui agit, qui prend les devants, qui fait ce qu'il faut sans hésiter. » Il marqua une pause, la fixant avec une intensité tranquille. « Et je crois que ce sont ces qualités-là qui manquent cruellement dans notre entreprise, celles qu'on ne lit pas sur un CV. » Camille resta silencieuse. Ce qu'il disait semblait sincère, mais elle ne savait pas encore comment interpréter son intérêt. Elle n'avait jamais été valorisée de la sorte, jamais regardée comme une ressource humaine potentielle par quelqu'un d'aussi haut placé. Elle reprit finalement la parole. « Je n'ai pas de formation en innovation. Je ne suis pas ingénieur. Je n'ai pas fait d'école de commerce. » Luc sourit légèrement. « Et pourtant, vous êtes ici. Ce que j'ai en tête pour vous n'a rien à voir avec un poste technique. Mais cela, nous allons en parler plus en détail dans un instant. Ce que je voulais d'abord, c'était vous rencontrer dans un cadre où votre voix pourrait être entendue, sans chronomètre, sans jugement à la minute. » Camille hocha la tête lentement, absorbant chaque mot. Elle n'était plus certaine de ce qui l'attendait, mais une chose était claire. Cette fois, elle était vue, entendue, considérée. Et ce simple changement de regard avait déjà tout bouleversé. Camille s'efforça de rester droite sur sa chaise, tandis que Luc Dumont s'asseyait en face d'elle, l'air à la fois détendu et attentif. Elle ne pouvait détacher ses yeux de lui. Moins de 24 heures auparavant, elle l'avait aidé à se relever sur un trottoir, sans se douter un seul instant qu'il était à la tête d'une des entreprises les plus influentes du pays. Elle sentait le poids de la situation, mais également un curieux soulagement de ne plus avoir à prétendre. Cette fois, elle savait à qui elle avait affaire, et l'homme en face d'elle n'avait plus l'anonymat d'un passant blessé. Luc, quant à lui, semblait à l'aise. Il observait Camille avec une attention manifeste, mais dénuée de supériorité. Il n'y avait ni trace de pitié, ni tentative de charme dans son comportement. Juste une posture franche, presque analytique, d'un professionnel curieux de comprendre un profil atypique. « Je me doute que cette situation doit vous sembler étrange », commença-t-il en croisant les mains sur la table. « Mais j'aimerais vous rassurer.
Ce n'est ni un test ni un caprice. J'ai simplement vu en vous quelque chose qui mérite qu'on s'y attarde. Vous ne correspondez pas au profil habituel, et c'est justement ce qui m'intéresse. » Camille ne répondit pas tout de suite. Elle préférait écouter, laisser l'homme développer sa pensée avant de se risquer à interpréter ses intentions. Elle avait déjà trop souvent été confrontée à des promesses vagues ou à des offres déguisées. Mais Luc Dumont n'avait ni le ton enjôleur des recruteurs commerciaux, ni l'arrogance des dirigeants trop pressés pour écouter. « Vous avez agi rapidement, avec discernement, continua-t-il. Vous m'avez aidé sans rien attendre. Et ce que j'ai apprécié, c'est que vous ne m'avez pas reconnu. Votre geste était désintéressé, sincère. Ce genre de comportement est rare, surtout dans un contexte professionnel où tout est calculé. » Il fit une pause, laissant à Camille le temps de digérer ses paroles. « Je n'ai pas pour habitude d'intervenir dans les processus de recrutement. Mon équipe est compétente, mais dans votre cas, j'ai voulu comprendre pourquoi on avait estimé que vous n'étiez pas prête. J'ai donc relu votre dossier. Et j'ai vu une femme qui, malgré les obstacles, continue de chercher, de tenter, de construire. » Camille sentit une chaleur étrange monter dans sa poitrine. Elle n'était pas habituée à ce genre de discours. D'habitude, on lui parlait de ses lacunes, de ses manques. Elle était rarement perçue comme une force. Elle inspira profondément puis prit la parole, sa voix posée, mais légèrement tremblante. « J'ai effectivement raté mon entretien. J'étais nerveuse et j'ai eu du retard. Je ne cherche pas d'excuses, c'est la réalité. Mais je sais ce que je vaux. Je sais travailler, je sais m'adapter et je suis prête à apprendre. » Luc hocha la tête, comme s'il attendait exactement ce genre de réaction. « C'est précisément ce que je voulais entendre. Écoutez, Camille, j'ai un projet, quelque chose qui n'est pas encore officiel, mais que je compte lancer dans les prochaines semaines. Il s'agit d'une initiative sociale en lien avec nos valeurs d'entreprise. Un programme pilote pour soutenir les mères isolées dans leur retour à l'emploi. Et j'aimerais que vous y participiez, pas comme bénéficiaire, comme collaboratrice. Vous avez l'expérience terrain, vous connaissez la réalité de ce combat mieux que quiconque ici. » Les mots résonnèrent longuement dans l'air. Camille ouvrit la bouche puis la referma. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Elle pensait à un stage, un contrat précaire, un poste secondaire. Mais ce que Luc lui proposait semblait différent. Une responsabilité, une reconnaissance. « Je ne suis pas certaine de comprendre. Vous me demandez de travailler sur un projet social ici, dans l'entreprise. Vous voulez que j'en sois actrice ?» ?»« Exactement. Vous ne serez pas seul, bien sûr. Il y aura une équipe, un encadrement. Mais j'aimerais que ce projet ait une âme, pas juste des chiffres et des rapports. Et vous pouvez lui donner cela. » Camille prit un moment pour réfléchir. Elle sentait en elle un mélange d'appréhension et de fierté. Elle n'avait jamais été impliquée dans un projet d'envergure. Elle n'avait pas les codes, pas le langage d'entreprise, mais elle avait autre chose. La connaissance intime de ce que signifie survivre, lutter, rebondir. « Je suis flattée et surprise. Mais je ne veux pas être choisie juste parce que vous avez eu un accident devant moi, » dit-elle, les yeux fixés dans ceux de Luc. Il sourit légèrement, presque amusé par sa franchise. « Ce n'est pas pour cela que je vous propose ce poste. C'est parce que ce jour-là, en l'espace de 5 minutes, vous avez fait preuve de plus de clairvoyance et d'humanité que beaucoup de mes collaborateurs en plusieurs mois. Et j'ai confiance en ce que je vois. » Camille hocha la tête lentement, pesant le pour et le contre. Elle avait besoin de stabilité, de revenus, d'un futur pour sa fille. Mais elle avait aussi besoin de sens, de reconnaissance, d'un espace où elle pouvait exister pleinement. Cette proposition réunissait tout cela. « Très bien alors, si vous me faites confiance, je veux essayer. Mais je veux pouvoir apprendre, progresser. Je ne veux pas qu'on m'offre un rôle symbolique. »« Ce ne sera pas symbolique, je vous le garantis, » répondit Luc. « Je vous enverrai les documents demain. Ce sera un contrat à durée déterminée avec possibilité d'évolution, et vous serez accompagné. » Camille se leva alors, avec un mélange d'émotions contenues et de détermination retrouvée. Elle tendit la main à Luc, qui la serra sans détour. Il y avait dans ce geste quelque chose de clair, d'engagé, de professionnel. Aucun sous-entendu, aucune attente cachée. « Merci, monsieur Dumont. Appelez-moi Luc. Nous allons travailler ensemble, après tout. » Elle acquiesça et tourna les talons, quittant la pièce d'un pas plus sûr. Dans l'ascenseur, elle sentit son cœur battre fort, mais non plus de peur ou de stress. C'était l'adrénaline d'un nouveau départ. Elle ne savait pas encore ce que ce projet allait impliquer exactement, mais elle savait déjà qu'elle n'était plus dans l'ombre. Et cela changeait tout. Le lendemain matin,
Camille se réveilla avec une étrange sensation dans le corps. Ce n'était pas la fatigue habituelle, ni le poids de l'incertitude, mais plutôt une tension nerveuse, un mélange de crainte et d'excitation. Elle avait passé une partie de la nuit à repenser à l'entretien avec Luc Dumont. Plus elle y pensait, plus elle réalisait l'ampleur de ce qu'il lui proposait. Non seulement un poste, mais une place dans un projet d'envergure sociale, conçu pour des femmes comme elle, et surtout pensé avec une dimension humaine qu'elle n'avait jamais rencontrée dans le monde professionnel. Mais ce qui l'obsédait réellement, c'était le nom de cet homme, Luc Dumont. Après avoir conduit Élise à l'école, elle prit le chemin du petit café près de la station Saxe-Gambetta, un endroit discret où elle pouvait utiliser le Wi-Fi gratuitement en échange d'un café noir. Une fois installée, elle ouvrit son ordinateur portable et lança une recherche sur Luc Dumont. Elle n'était pas du genre à fouiller dans la vie des gens, mais cette fois, elle avait besoin de comprendre à qui elle avait réellement affaire. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Le nom de Luc Dumont apparaissait dans des dizaines d'articles de presse économique. Présenté comme l'un des entrepreneurs les plus influents de sa génération, il avait fondé Veritech Solutions à seulement 27 ans, après des études brillantes à l'école polytechnique et à HEC. En un peu plus d'une décennie, il avait transformé une start-up technologique en un conglomérat innovant opérant dans plusieurs pays d'Europe. Mais ce qui frappa Camille, ce fut le peu d'informations personnelles disponibles. L'homme gardait profil bas, n'accordait que de rares interviews et ne s'exposait jamais dans les médias à sensation. Il y avait une rigueur dans sa discrétion, une maîtrise presque clinique de son image. Elle lut aussi plusieurs témoignages de collaborateurs, anciens et actuels, qui le décrivaient comme exigeant mais juste, difficile à approcher mais extrêmement loyal, une fois la confiance établie. Et puis un détail attira son attention. Un article paru 3 ans auparavant évoquait un programme interne mis en pause destiné à favoriser l'insertion professionnelle des femmes en situation de précarité. Le projet avait été suspendu faute de ressources humaines adaptées à son pilotage. Cela résonna comme un écho direct à la proposition qu'il lui avait faite. Camille referma son ordinateur, son esprit bourdonnant. Elle comprenait désormais que Luc Dumont n'était pas seulement un cadre supérieur bienveillant. Il était le dirigeant d'une structure à la portée nationale, un décideur, un homme capable de faire ou défaire des carrières d'un simple appel. Et pourtant, il avait pris le temps de revoir son dossier, de relire son CV, de faire en sorte qu'elle soit recontactée. Cela ne ressemblait pas à un simple acte de gratitude. Il y avait quelque chose de plus structuré, de plus réfléchi. En rentrant chez elle, elle trouva dans sa boîte mail le contrat promis. Il s'agissait d'un contrat à durée déterminée de 6 mois, renouvelable, avec un poste de chargé de liaison pour l'intégration sociale dans le cadre d'un projet pilote interne. Le salaire proposé était au-dessus de ce qu'elle avait osé espérer, avec des horaires flexibles et la possibilité de télétravailler une partie du temps. Les conditions étaient claires, sans zone d'ombre. Un encadrant référent était mentionné, Caroline Mestre, directrice du pôle d'innovation sociale. Luc Dumont n'apparaissait à aucun moment comme son supérieur direct. Ce détail la rassura. Elle ne voulait pas de favoritisme apparent. Elle voulait prouver qu'elle méritait sa place sans devoir se battre contre les rumeurs ou les soupçons d'arrangement personnel. Elle signa le contrat après l'avoir relu plusieurs fois, puis l'envoya scanner à l'adresse indiquée. Quelques minutes plus tard, elle reçut un accusé de réception automatisé, suivi d'un second mail, cette fois signé par Caroline Mestre, l'accueillant dans l'équipe et lui fixant un rendez-vous pour une première réunion d'intégration prévue 3 jours plus tard. Les jours suivants, Camille les passa à préparer Élise, à ranger leur petit appartement, à acheter quelques fournitures de bureau avec le peu d'économie qu'il lui restait. Elle voulait démarrer ce nouveau chapitre sans accroc. Le matin de son premier jour, elle enfila un tailleur simple mais élégant, offert par une ancienne collègue lors d'un vide dressing solidaire. Elle prit soin de lisser ses cheveux, de soigner son maquillage, sans excès. En arrivant dans les locaux de Veritech, elle fut accueillie avec professionnalisme, orientée vers un espace de co-travail réservé à son département. Caroline Mestre, une femme d'une 50aine d'années, dynamique et souriante, la reçut avec chaleur. Elle lui présenta l'équipe. Des profils variés, tous impliqués dans des missions sociales portées par l'entreprise. L'atmosphère était sérieuse, mais bienveillante, sans tension apparente. Camille passa la matinée à se familiariser avec les outils de travail, les documents internes
Les objectifs du programme. Il s'agissait de créer un réseau d'accompagnement pour des mères isolées en situation de précarité, en partenariat avec des associations locales et des institutions publiques. Son rôle serait de coordonner les remontées de terrain, d'identifier les besoins réels et de proposer des ajustements concrets. Elle n'était pas là comme symbole. Elle était attendue pour apporter une expertise vécue. En fin de journée, alors qu'elle rangeait son bureau improvisé, elle aperçut Luc Dumont traverser le couloir. Il ne portait pas de costume ce jour-là, mais une tenue plus décontractée. Il échangea quelques mots avec un collègue, puis croisa son regard. Il s'approcha sans précipitation, l'air tranquille. « Comment s'est passée cette première journée ?» demanda-t-il. « Intense, mais très intéressante, » répondit-elle avec honnêteté. « J'ai été très bien accueillie. »« Tant mieux, vous verrez, l'équipe est solide. Et vous avez votre place ici, Camille. » Elle hocha la tête. Il y avait dans sa voix cette même certitude calme qui l'avait marquée dès leur premier véritable échange. « Je dois avouer que je ne savais pas qui vous étiez quand je vous ai aidé, dit-elle, un peu gênée. « C'est justement ce qui m'a permis de voir qui vous êtes, répondit-il, et c'est cela qui m'importe. » Il s'éloigna ensuite, sans insister. Camille le regarda partir, consciente qu'elle venait d'entrer dans un univers radicalement différent de tout ce qu'elle avait connu jusque-là. Mais cette fois, elle n'était pas là par hasard. Elle était là parce que quelqu'un, quelque part, avait choisi de regarder autrement. Et surtout, parce qu'elle avait su répondre à ce regard avec dignité. Camille se réveilla ce matin-là avec une impression nouvelle. Ce n'était plus seulement le poids de l'incertitude, mais la sensation d'être en chemin vers quelque chose de concret. Elle se prépara avec soin, mais sans excès, sachant que chacun de ses gestes allait reparticiper à la première journée d'un nouveau rôle. Elle conduisit Élise à l'école, échangea quelques mots avec la maîtresse qui complimenta la tenue de la petite, puis prit le métro avec un sentiment mêlé d'excitation et de responsabilité. Arrivée à l'immeuble de la société, elle sentit une énergie différente à l'accueil. C'était comme si tous les visages se souvenèrent de son nom, comme si elle entrait dans une pièce où l'on avait déjà parlé d'elle. Ce n'était pas un mirage, elle avait désormais un rôle à tenir. Elle salua l'assistante qui la conduisit jusqu'au bureau de son tuteur. Une jeune femme souriante, qui l'attendait déjà avec un plan de travail et une tasse de café chaude. Le programme social se mettait en place. Mais ce matin, ce fut surtout le moment où la proposition concrète lui fut soumise. Luc Dumont, le CEO, l'invita à une rencontre informelle dans un salon de l'immeuble, une pièce vitrée avec vue sur la Saône. Il y entra et la salua avec simplicité. « Bonjour Camille », fit-il. « Merci d'être venue si tôt. Je ne veux pas vous mettre de pression, mais j'aimerais que nous parlions de ce que je vous propose exactement. » Elle s'assit, l'observant. Il y avait dans son regard une clarté nouvelle, l'assurance d'un dirigeant habitué à obtenir des résultats, mais aussi la patience d'un mentor. Il lui tendit une feuille de papier. Le contrat était déjà signé, mais ce document précis détaillait la mission, les objectifs, les moyens et les indicateurs. Il y était écrit noir sur blanc. Chargé de liaison, projet mère solo. Durée 6 mois renouvelable. Budget initial, équipe interne, partenariat associatif, rapport trimestriel, etc. Mais ce n'était pas tant le contenu que la manière dont il la décrivait qui la marqua. Vos expériences personnelles assurent une légitimité reconnue. Votre attitude quotidienne sera un atout, une voie nécessaire. Voilà, dit Luc, ce que je vous propose. Vous prendrez en charge le pilotage d'une initiative au sein de notre entreprise, mais en lien direct avec des associations et des institutions. Vous aurez à identifier les mères isolées proches de notre réseau, évaluer leurs besoins, proposer des formations, établir des calendriers et suivre les résultats. Vous serez responsable non seulement de la mise en œuvre, mais de la remontée terrain-direction. Vous serez notre pont. Camille sentit son cœur s'arrêter un instant. Le mot « responsable » résonna plus fort qu'elle ne s'y attendait. Elle inspira profondément. « Je comprends bien », répondit-elle. « J'accepte cette proposition. Mais je veux être claire. Je ne veux pas être un symbole. Je veux que cette initiative ait un réel impact. Je veux que chaque mère que j'accompagne ne se sente pas aidée, mais accompagnée. Je veux que ce projet change quelque chose. » Luc sourit légèrement, mais son regard ne fléchit pas. « C'est exactement ce que je veux entendre. Le résultat sera mesuré, les moyens mis à disposition. Mais il commence par une vision, et votre position est essentielle. Vous aurez un budget, une petite équipe,
et vous serez directement rattaché à moi pour ce projet. Ce n'est pas un rôle secondaire. » Elle hocha la tête, la voix un peu tremblante. « Très bien. Quand doit-nous commencer ? » ?»« Dès demain matin. Nous avons déjà prévu la première réunion avec les partenaires associatifs. Vous pourrez présenter le projet dès le début. Et je veux que vous prépariez une feuille de route pour la semaine prochaine. » Soudain, Camille se sentit confrontée à la réalité du terrain. Elle se leva, prit un carnet, un stylo et demanda « Quel est le budget initial et l'équipe dont je dispose ?» Il lui répondit par un geste « Venez » et la conduisit dans un open space. Il y avait une table installée, quelques ordinateurs et 3 personnes qui l'attendaient. Il y avait une coordonnatrice de formation, un chargé de communication et une assistante administrative. Il y avait déjà un agenda pour la semaine, des courriels préparés. Le budget était mentionné dans une enveloppe sur la table. « Budget initial, 100 000 €, lui dit-il. C'est modeste pour un projet national, mais suffisant pour démarrer. Vous aurez accès à la salle de réunion, à une ligne interne, à des locaux de l'association partenaire et un temps de travail alloué. L'équipe, 3 personnes comme vous, voyez plus tard d'Amanière. Et je veux que dans 3 mois, vous puissiez présenter un rapport chiffré de l'impact et une proposition d'extension. » Camille prit une profonde inspiration. Elle avait bien conscience de ce que cela impliquait. Ce n'était pas seulement un job. C'était une responsabilité humaine, logistique, financière. Elle repensa à sa fille Élise, à toutes les nuits d'inquiétude, à toutes les factures impayées. Aujourd'hui, elle pouvait faire davantage que survivre. Elle allait contribuer à quelque chose. La réunion commença aussitôt. Luc fit les présentations et expliqua que ce projet était important pour l'entreprise, non pas uniquement pour l'image, mais pour la stratégie. Il s'agissait de faire de la responsabilité sociale une réalité opérationnelle. Il demanda à l'équipe de se présenter, de parler de leur parcours, de leurs forces. Puis il laissa la main à Camille. Elle se leva, le travail déjà présent dans son esprit. Elle commença par expliquer pourquoi elle avait accepté, non pas en tant que formalité, mais parce que ce thème lui parlait. Elle évoqua sa propre situation de mère seule, la fragilité financière, le besoin d'intégration, la volonté de changer. Elle parla sans fioriture, avec sincérité. Les 3 personnes l'écoutèrent attentivement. Aucun regard de pitié, seulement de respect. À la fin de la réunion, Luc se rapprocha d'elle. « Très bien, » dit-il. « Vous êtes prête. Je vous laisse maintenant les commandes. Mon bureau reste ouvert si vous avez besoin de moi. Bienvenue officiellement dans l'équipe. » Alors que l'équipe se dispersait, Camille resta quelques secondes assise, regardant autour d'elle. Elle réajusta ses documents, ouvrit son carnet et nota les premières idées. Un forum de rencontre, une journée d'information, un module de formation, un suivi individuel. Elle sentit un mélange de fierté et d'appréhension, mais surtout la conscience que l'action commençait vraiment. En rentrant chez elle ce soir-là, elle se surprit à sourire. Le trajet en métro lui parut plus léger qu'à l'aller. Elle pensa à Élise qui l'attendait, à la chaleur de leur logement, même s'il était modeste. Et elle se dit que cette fois, elle n'était pas simplement une rêveuse ou une candidate parmi d'autres. Elle avait une mission, une place. Et cela changeait tout. Elle s'endormit tard, le carnet ouvert sur la table de nuit, des idées griffonnées jusque tard dans la soirée. Elle ne savait pas encore comment ce projet allait évoluer, ni quels obstacles se présenteraient. Mais elle savait une chose, elle n'était plus seule, et elle n'était plus dans l'ombre. Au fil des semaines, le projet dirigé par Camille prit forme. Ce qui n'était au départ qu'une esquisse sur un document PowerPoint devint une véritable initiative structurée. Elle organisa une première rencontre avec les associations locales, lança une campagne d'information dans les centres sociaux partenaires et construisit un tableau de bord pour suivre les inscriptions. Chaque jour, elle coordonnait, écrivait, appelait, validait des contenus, établissait des plannings. Elle travaillait souvent au-delà de ses horaires, non par obligation mais par conviction. Elle voulait que le projet réussisse, non seulement pour les femmes qu'il devait soutenir, mais aussi pour elle-même. C'était sa première véritable responsabilité. Elle y mettait tout ce qu'elle avait. Mais dans les couloirs de Veritech, un autre mouvement s'amorçait. Discret d'abord, puis plus insidieux. Des regards insistants, des silences inhabituels lors des réunions interservices, des conversations qui s'interrompaient dès qu'elle entrait dans une pièce. Camille le sentit, sans qu'on le lui dise. Elle avait appris à repérer ce genre de frissons sociaux, ces signaux faibles qui précèdent l'exclusion.
et cela commença à l'atteindre. Un jour, à la machine à café, elle surprit 2 employés en pleine discussion. Elle vient d'où, elle, déjà? Une histoire avec Dumont, non? C'est ça. Il paraît qu'il l'a fait monter juste après un café et 2 sourires. Elle n'a même pas le diplôme pour ce poste. Camille fit mine de ne rien entendre et retourna à son bureau. Mais le mal était fait. Les rumeurs circulaient. Elle devenait un sujet de conversation, un objet de spéculation. Son implication avec le PDG alimentait les fantasmes. On ne lui prêtait pas de compétences, mais une proximité stratégique. On ne parlait pas de ses idées, mais de ses liens supposés. Et dans un monde où tout se mesure en légitimité, cette perception lui faisait mal. Elle tenta d'ignorer, de se concentrer sur le travail. Mais elle sentit aussi que son équipe commençait à douter. Lors d'une réunion, l'un de ses collègues exprima une réserve. « Tu es sûr qu'on peut décider ça nous-mêmes? On ne devrait pas valider avec Caroline ou Luc ?» Camille prit sur elle. Elle expliqua calmement que leur marge d'autonomie avait été définie au départ, que les décisions opérationnelles relevaient de son périmètre. Mais elle vit bien dans les yeux des autres que quelque chose avait changé. Sa parole ne suffisait plus. Elle devait désormais prouver chaque jour qu'elle méritait sa place. C'était épuisant. Un soir, elle resta plus tard que prévu pour boucler un dossier. Elle croisa une responsable RH dans l'ascenseur, qui lui lança avec un ton léger mais tranchant « Encore en train de sauver le monde ?» Camille répondit par un sourire poli. Mais à l'intérieur, elle bouillonnait. Elle n'avait jamais demandé de traitement de faveur. Elle avait travaillé plus que requis. Elle s'était investie au point d'en négliger ses propres besoins. Pourtant, tout cela semblait secondaire face à l'image qu'on projetait d'elle. À la maison, elle n'en parla pas à Élise. Elle gardait son visage calme, ses gestes doux comme pour protéger leur bulle. Mais une nuit, elle se réveilla en sursaut, le cœur battant, envahie par une impression d'étouffement. Elle se demanda si elle devait arrêter, si tout cela en valait la peine. Elle repensa à l'entretien raté, au jour où elle avait aidé Luc, au moment où tout avait basculé. Et elle se demanda, aurait-elle eu cette opportunité si elle ne l'avait pas croisé? Cette pensée la blessa plus qu'elle ne voulait l'admettre. Le lendemain matin, elle arriva au bureau plus tôt encore que d'habitude. Elle passa par la salle de réunion, récupéra les derniers documents, ajusta le programme de la présentation hebdomadaire. Elle avait prévu d'exposer les premiers résultats du projet. 37 femmes accompagnées, 16 en parcours de retour à l'emploi, 9 déjà en insertion professionnelle. Des chiffres solides, des parcours concrets. Mais elle ne savait pas si cela suffirait à faire taire les murmures. La réunion débuta à 9 heures précises. Caroline Mestre était là, ainsi qu'un représentant du département communication et 2 membres du conseil de direction. Camille présenta son travail avec rigueur, sans effet de manche. Elle montra les chiffres, expliqua la méthode, partagea des extraits de témoignages. Elle parla de Marie, une mère de 2 enfants qui avait repris une formation en secrétariat grâce au programme. De Soraya, sortie d'un centre d'hébergement, aujourd'hui salariée dans une cantine scolaire. Elle parla avec clarté et précision, sans chercher l'émotion mais sans l'éviter non plus. Quand elle eut terminé, il y eut un bref silence, puis des hochements de tête, quelques félicitations discrètes, mais rien qui suffise à éteindre les jugements. Camille le sentait. Elle remercia l'Assemblée et retourna à son poste. Ce n'est que l'après-midi que les choses prirent une tournure inattendue. Luc Dumont entra dans l'espace de travail sans prévenir. Il salua brièvement, observa les bureaux, puis s'arrêta à côté de Camille. « Vous avez quelques minutes ?» Elle acquiesça. Il l'invita à le suivre. Ils se rendirent dans une petite salle de réunion vitrée. Une fois la porte fermée, il se tourna vers elle. « Je suis au courant des rumeurs, Camille, et je veux que vous sachiez que je ne les tolérerai pas. Votre travail est irréprochable, vos résultats parlent d'eux-mêmes. Il est temps que ce soit reconnu. » Elle baissa les yeux un instant. « Je ne veux pas de traitement spécial, Luc. Je veux juste qu'on me juge sur ce que je fais, pas sur ce qu'on imagine que je suis. Et c'est exactement ce que je vais faire. » Le lendemain, lors d'un point hebdomadaire avec les responsables de département, Luc prit la parole devant une dizaine de cadres. « Je souhaite souligner le travail remarquable de Camille Moreau sur le programme Mères isolées. En quelques semaines, elle a construit une initiative solide, avec des résultats mesurables. Ce genre de projet est ce qui donne du sens à notre stratégie. Et je veux que vous en teniez compte dans vos propres pôles. Ce fut un électrochoc. Les regards changèrent. Les messes basses se turent. L'impact fut immédiat.
Et Camille, sans chercher à plaire ni à s'imposer, venait de franchir un nouveau seuil. Elle n'avait pas seulement lancé un projet, elle avait tenu. Et elle venait de gagner non par favoritisme, mais par compétence. Les mots de Luc Dumont prononcés lors de la réunion hebdomadaire continuèrent de résonner dans les couloirs bien après la fin de la séance. Pour la première fois depuis le début de sa mission, Camille sentit un basculement. Ce n'était pas une victoire éclatante ni une ovation publique, mais une fissure dans le mur de scepticisme qui l'entourait. Certains visages fermés se montrèrent plus ouverts, certains silences devinrent des salutations polies. Il y avait encore de la réserve, parfois de la distance, mais elle n'était plus invisible. Elle devenait quelqu'un à considérer. Luc avait été clair, précis, sans emphase. Il avait rappelé les résultats, chiffrés, concrets. Il avait cité les noms des bénéficiaires, les étapes franchies, les obstacles surmontés. Et surtout, il avait affirmé publiquement que l'initiative portée par Camille s'inscrivait désormais dans la stratégie de l'entreprise. Ce n'était plus un simple projet expérimental, c'était une orientation. Le lendemain de cette réunion, Camille retrouva dans sa boîte mail plusieurs messages qu'elle n'attendait pas. Une demande de réunion avec le département RH pour intégrer son programme dans un plan plus large de diversité. Une autre du service communication pour organiser un reportage interne. Et même un courriel du responsable du pôle innovation produit, proposant une rencontre pour explorer des synergies. Elle les lut attentivement, les classa, puis répondit avec précision, sans empressement. Elle avait appris à ne pas se précipiter. Mais derrière cette reconnaissance nouvelle, une tension sourde se faisait sentir. Camille n'en connaissait pas encore l'origine, mais elle sentait que quelque chose grondait en coulisses. Luc, lui, le savait déjà. Depuis plusieurs jours, il recevait des signaux inquiétants. Des appels de son frère, Marc Dumont, cofondateur de Veritech, aujourd'hui principalement en charge de la direction financière et actionnaire majoritaire à parts égales. Marc n'avait jamais apprécié les interventions directes dans les opérations. Il gérait les chiffres, les prévisions, les courbes de croissance. Et cette implication personnelle de Luc dans un programme non directement rentable éveillait son mécontentement. Un soir, Luc reçut un message laconique. « On doit parler. Demain. Priorité. » Il savait ce que cela voulait dire. Marc n'utilisait jamais ce ton sans motif grave. Il accepta le rendez-vous. Le lendemain, ils se retrouvèrent dans une salle de direction aux murs vitrés, à l'étage supérieur. Marc entra, veste ouverte, regard froid. Il ne perdit pas de temps. « Tu m'expliques maintenant? Depuis quand tu choisis des recrues sur le trottoir? Depuis quand tu modifies les axes stratégiques sans validation ?» Luc resta calme. « Je n'ai enfreint aucune règle. Le projet a été validé par la direction innovation. Il est suivi, évalué, structuré, et les résultats sont là. » Marc leva les mains, agacé. « Ce n'est pas la question. Tu engages ta crédibilité personnelle dans un programme social, tu t'exposes. Tu t'exposes nous. On parle d'une collaboratrice sans formation spécifique, placée à un poste clé par une décision non concertée. Et les rumeurs, tu crois qu'elles ne remontent pas? Tu as idée de ce que ça donne à l'extérieur? » Luc planta son regard dans celui de son frère. « Je me fiche des ragots. Ce que je vois, ce sont des résultats. » Camille a relevé un défi en moins de 2 mois, que personne ici n'aurait osé assumer. Elle construit, elle fédère, elle livre. Et si certains sont gênés, c'est parce qu'ils n'ont pas vu venir une compétence hors des circuits habituels. Tu prends un risque, et tu le prends seul. Luc se leva lentement. Ce n'est pas un risque, c'est un choix, et il est assumé. La réunion se termina sans accord, sans compromis. Mais Luc savait que le conflit ne resterait pas en interne. Il faudrait bientôt faire un choix plus large. Pendant ce temps, Camille continuait son travail, sans savoir les tensions qu'elle provoquait au sommet. Elle préparait la prochaine phase du programme, l'ouverture d'un espace d'accueil pilote, en partenariat avec 2 associations locales. Elle organisa une session de formation interne sur les enjeux des familles monoparentales, fit venir des intervenantes de terrain, intégra des témoignages, lança une enquête de satisfaction. Puis un jour, alors qu'elle consultait ses mails en fin d'après-midi, elle reçut un message inattendu. Objet: félicitations. Expéditeur: Luc Dumont. Le message était simple. Camille, le conseil stratégique a validé ce matin l'intégration de votre programme au plan de développement social de l'entreprise. Vos résultats ont convaincu,
Merci pour votre travail, votre engagement et votre rigueur. Luc. Elle resta un moment sans bouger. Elle relut le message plusieurs fois. Ce n'était pas une récompense officielle. Ce n'était pas une prime. C'était un signal. Une reconnaissance écrite, directe, personnelle. Et cela valait plus que bien des promotions. Elle ferma son ordinateur, rangea ses affaires et rentra chez elle plus légère. Ce soir-là, en couchant Élise, elle lui parla longuement. Non pas du contenu de sa journée, mais de la façon dont certaines batailles se gagnent, non pas en criant, mais en continuant à faire ce qu'il faut, encore et encore. Élise lui demanda « Tu es fatiguée, maman ?» Camille répondit « Oui, mais je suis fière, et ça me repose. » Elle ne savait pas encore que les tensions internes allaient s'intensifier. Mais ce jour-là, elle avait gagné une manche essentielle. Non seulement par le travail accompli, mais parce qu'un homme de pouvoir avait choisi de se lever publiquement pour elle. Et cela, dans un monde souvent muet, valait toutes les preuves du monde. Quelques jours après la validation officielle de son programme par le Conseil stratégique, Camille sentit l'atmosphère changer à nouveau autour d'elle. Ce n'était pas le froid des débuts, ni l'indifférence discrète des premières semaines. C'était une tension flottante, comme si quelque chose d'invisible mais puissant était en train de se réorganiser dans les étages supérieurs. Les collaborateurs avec lesquels elle avait commencé à établir des liens professionnels plus ouverts redevinrent plus prudents. Les décisions qui semblaient simples quelques jours auparavant nécessitaient soudainement des validations supplémentaires. Les réponses à ces emails prenaient plus de temps. Quelque chose avait bougé. Elle ne mit pas longtemps à en deviner la cause. Le soutien public de Luc avait certes fait taire certaines critiques, mais il avait aussi attiré l'attention de ceux pour qui la hiérarchie était un territoire à défendre. La rumeur d'un désaccord entre les deux cofondateurs de Veritech se propagea discrètement, portée par des confidences à mi-voix dans les couloirs et des regards échangés lors des réunions. Ce qui avait commencé comme une initiative humaine devenait un sujet politique. Luc, de son côté, n'ignorait rien de cette montée des tensions. Il avait reçu plusieurs messages de Marc, son frère et coactionnaire, de plus en plus directs. Le dernier fut particulièrement clair. Il demandait une rencontre urgente, hors du cadre professionnel. Luc accepta, conscient que l'entretien ne serait pas anodin. Ils se retrouvèrent dans un restaurant discret du 2e arrondissement, un lieu qu'ils fréquentaient autrefois avant que leur relation ne devienne plus distante. Marc entra, salua à peine, s'installa face à lui. « Tu sais pourquoi je t'ai demandé de venir » lança-t-il sans détour. Luc resta calme. « J'imagine que c'est à propos du programme et de Camille. Tu l'imagines bien. Écoute Luc, j'ai laissé passer beaucoup de choses. Tes projets, tes expérimentations, même certaines pertes. Mais là, tu franchis une limite. Tu engages l'image de l'entreprise dans un projet personnel. Les médias commencent à en parler. Et crois-moi, les investisseurs n'aiment pas les histoires floues. Ce projet n'a rien de flou. Il est documenté, encadré, mesuré, et il répond à un besoin réel avec des résultats concrets. Tu as lu le dernier rapport? Je l'ai lu, et je ne remets pas en cause les chiffres, mais les chiffres ne suffisent pas quand ils sont noyés dans des polémiques internes. Tu ne peux pas diriger cette entreprise comme un chef de tribu. Il y a des règles, des équilibres. Ce programme est perçu comme ton cheval de bataille personnel, et Camille comme ton choix émotionnel. Luc le fixa longuement. Camille n'a rien demandé. Elle a juste fait ce que personne ici n'aurait eu le courage de faire à sa place. Elle a pris une mission que même des cadres expérimentés n'auraient pas su mener. Si j'ai mis mon nom derrière elle, c'est parce que je crois en ce qu'elle accomplit, pas parce qu'elle me doit quoi que ce soit. Tu le crois peut-être. Mais ce n'est pas ce que les autres voient. Et moi, je ne peux pas me permettre que notre structure perde en crédibilité à cause d'un conflit d'intérêts mal interprété. Alors que proposes-tu ? Je te propose de prendre du recul. Laisse l'opérationnel. Confie la gestion du programme à quelqu'un d'autre. Tu gardes ton image intacte et l'entreprise arrête de trembler à chaque décision sortie du cadre. Luc s'appuya contre le dossier de la chaise. Il savait que son frère ne cédait pas facilement et que sa logique était purement stratégique. Il savait aussi que le conflit allait s'envenimer s'il persistait dans sa posture. Mais abandonner Camille, à ce moment-là, reviendrait à nier tout ce qu'il avait défendu depuis le début. « Je vais y réfléchir », répondit-il simplement. Marc soupira, se leva sans attendre le dessert et quitta le restaurant. Luc resta seul à table, le regard fixé sur sa tasse vide. Ce soir-là, il rentra plus tard que d'habitude.
évita les appels et coupa son téléphone. Il savait que la décision qu'il prendrait ne devait pas seulement protéger l'image de Veritech, mais aussi celle de Camille. Car si elle restait perçue comme une protégée du patron, elle ne pourrait jamais obtenir la reconnaissance qu'elle méritait. Le lendemain matin, il convoqua une réunion restreinte. Autour de la table, Camille, Caroline Mestre et 2 responsables de département. L'annonce fut simple mais radicale. J'ai décidé de me retirer temporairement de la direction opérationnelle du projet. Camille conservera la coordination avec Caroline comme référente. Je reste garant de la stratégie globale, mais je ne souhaite plus être mêlé à la gestion quotidienne. Camille le regarda stupéfaite. Il poursuivit « Cette décision ne remet pas en cause ma confiance. Au contraire, je veux que ce programme vive par lui-même, qu'il prouve sa valeur au-delà de mon nom. Vous avez tout ce qu'il faut pour continuer. » Une fois la réunion terminée, Camille le rejoignit discrètement. « Vous faites ça à cause des rumeurs? Je fais ça pour que vous puissiez avancer. Vous n'avez plus besoin de moi comme rempart. Vous êtes devenu la référence. » Elle hocha la tête, silencieuse. Il n'y avait rien d'autre à dire. La réalité du monde professionnel s'était imposée, avec ses règles, ses tensions, ses équilibres à préserver. Mais une autre réalité s'affirmait aussi, celle d'une femme qui, sans appui ni privilège, avait prouvé sa capacité à mener. Et désormais, c'était à elle de tenir la suite du combat. Les jours qui suivirent l'annonce de Luc se déroulèrent dans un climat de réorganisation discrète mais tangible. Pour beaucoup, son retrait temporaire de la direction opérationnelle du projet fut interprété comme une manœuvre stratégique pour calmer les tensions internes. Pour d'autres, une manière élégante de se désolidariser d'un projet trop sensible. Mais pour Camille, cette décision fut un signal fort, un acte de confiance et en même temps, un passage de relais irrévocable. Elle comprit qu'elle était désormais seule à la barre, qu'il n'y aurait plus de filet de sécurité, plus de figures tutélaires pour la protéger ou la guider dans les moments délicats. Ce qui avait commencé comme une chance inattendue devenait maintenant une charge pleine et entière. Elle se rendit au bureau le lundi suivant avec une concentration nouvelle. Elle avait préparé un nouveau plan d'action, remanié certaines orientations du programme, intégré les remarques reçues lors des réunions précédentes. Elle convoqua une session de travail avec son équipe pour fixer les priorités du trimestre. Développement de nouveaux partenariats, consolidation des dispositifs d'accompagnement, extension du modèle dans 2 autres régions. Ses collègues, qui l'avaient d'abord vue comme une présence éphémère, commencèrent à percevoir en elle une autorité légitime. Elle maîtrisait ses sujets, connaissait ses chiffres et, surtout, savait écouter. Elle ne cherchait pas à s'imposer par le statut, mais par la clarté de sa vision et l'efficacité de ses décisions. Mais derrière ce calme apparent, un bouleversement plus profond se préparait. Un matin, alors qu'elle préparait les documents pour une réunion avec la préfecture, elle reçut un message de Luc. Il était bref. « Peux-tu passer à mon bureau en fin de journée ?» Elle accepta sans poser de questions. Il ne lui avait plus adressé de message personnel depuis son retrait du projet. Cela suffisait à éveiller sa curiosité. À 17h, elle frappa à la porte de son ancien bureau. Luc l'invita à entrer, lui proposa un siège et lui servit un café. Il n'avait pas son habituel air serein. Son visage était marqué par la fatigue, les traits tirés. « Camille » commença-t-il, « je vais être direct. J'ai pris une décision qui va probablement changer la donne pour beaucoup ici, y compris pour vous. » Elle le regarda attentive. « Je quitte provisoirement la direction générale de Veritech. » Le silence fut immédiat. Camille, d'abord figée, tenta de comprendre ce que cela impliquait. Il poursuivit, calmement. « J'ai besoin de me retirer. Pas seulement pour apaiser les tensions internes, mais aussi parce que je ressens le besoin de recentrer mon engagement. J'ai créé cette entreprise pour innover, pour transformer, pour bousculer les modèles. Aujourd'hui, je me retrouve à devoir gérer des conflits d'images, des luttes d'influence, des tableaux Excel plus que des projets humains. Je veux revenir à quelque chose de plus concret. » « Et le projet ?» demanda Camille, la voix tendue. « C'est là que vous intervenez, » répondit-il. « Je vais proposer au conseil d'administration que vous deveniez la coordinatrice générale du programme à l'échelle nationale. Ce ne sera plus un projet pilote, ce sera une branche officielle de la stratégie RSE de Veritech, et vous en serez la responsable. » Camille recula légèrement sur sa chaise. Ce qu'elle venait d'entendre dépassait toutes ses attentes.
Elle n'avait jamais imaginé occuper une telle fonction. Elle pensait gérer un segment, une mission, peut-être un pôle. Mais coordonner un programme à l'échelle nationale, avec tout ce que cela impliquait en termes de gestion, de stratégie, de visibilité, c'était une toute autre réalité. « Vous êtes sûr de ça ?» demanda-t-elle prudente. « Ce n'est pas une façon de me déléguer le poids du projet pour ne plus avoir à le défendre ?» Luc secoua la tête sans détour. « Non, Camille, ce n'est pas un abandon. C'est une conviction. Vous avez fait vos preuves. Vous êtes plus que légitime. Et surtout, vous avez une compréhension que personne d'autre ici ne possède. Vous savez ce que vivent ces femmes. Vous comprenez ce qu'aucun diplôme ne peut enseigner. » Elle resta silencieuse un moment, puis se redressa, les épaules carrées. « Très bien, je l'accepte, mais je poserai mes conditions. Je veux un budget à la hauteur, une équipe élargie et un cadre contractuel clair. Je ne veux pas être exposé sans moyens. » « C'est exactement ce que j'attendais de vous, » répondit Luc. « Le dossier est prêt. Il sera présenté au conseil vendredi. Si tout est validé, vous serez nommé officiellement lundi matin. » Camille sortit de son bureau un peu abasourdie, mais plus déterminée que jamais. En rentrant chez elle, elle sentit le poids de la responsabilité peser sur ses épaules, mais elle ne le repoussa pas. Elle avait porté des charges bien plus lourdes, seule, sans reconnaissance. Aujourd'hui, elle avait les moyens de faire bouger les lignes, et elle comptait bien en faire usage. Le vendredi, comme prévu, le conseil d'administration valida à l'unanimité la nouvelle organisation. Le programme devint officiellement un département interne. Camille fut nommée à sa tête. Elle reçut un nouveau contrat, un nouveau bureau et une lettre de mission claire. Le lundi suivant, elle entra dans ses nouvelles fonctions. Elle convoqua les premiers ateliers stratégiques, lança les recrutements pour élargir son équipe et organisa une tournée des régions pilotes. Elle passa ses soirées à préparer les supports, ses week-ends à répondre à des sollicitations associatives sans jamais perdre le contact avec la réalité du terrain. Et pendant ce temps, Luc se faisait discret. Il avait quitté les locaux, remis ses fonctions à un intérim accepté par le conseil et s'était retiré dans un lieu qu'il ne précisa pas. Mais avant de partir, il laissa à Camille une lettre manuscrite. Elle l'ouvrit un soir, seule chez elle. Elle y lut simplement « Camille, ce que vous avez accompli dépasse tout ce que j'aurais pu espérer en vous tendant cette main ce jour-là. Ce n'est pas votre parcours qui m'a convaincu, c'est votre force, votre constance, votre clarté. Continuez, pas pour moi, pour celles qui viendront après vous. Luc. » Elle replia la lettre, la rangea dans un tiroir et retourna à ses documents. Elle savait désormais que sa mission ne dépendait plus de la validation de quiconque. Elle avait franchi le seuil, et elle comptait bien ouvrir d'autres portes derrière elle. Depuis sa nomination officielle à la tête du programme national, Camille entamait ses journées avant même le lever du soleil. Elle préparait Élise pour l'école, répondait à des courriels en buvant son café, révisait ses notes de réunion dans le métro et rejoignait ses équipes avec un calme méthodique. Elle n'était plus dans la posture de celle qui devait prouver sa place. Elle était désormais l'autorité qui orientait, décidait, consolidait. Son travail prenait une ampleur qu'elle n'aurait jamais pu imaginer quelques mois plus tôt. Le programme s'était implanté dans 4 régions. Les premiers résultats remontés par les associations partenaires étaient solides et la presse spécialisée commençait à s'y intéresser. Malgré cette reconnaissance grandissante, Camille restait concentrée, prudente. Elle savait que la réussite d'une initiative sociale ne reposait pas uniquement sur les bons chiffres, mais sur la durabilité, la continuité et surtout la fidélité à la réalité des bénéficiaires. C'est pourquoi elle continuait à rencontrer personnellement les participantes du programme, à écouter leur parcours, à comprendre leurs besoins réels. Elle ne voulait pas devenir une dirigeante hors sol. Elle voulait rester ancrée. Ce fut lors d'un de ses déplacements à Lille qu'un événement inattendu ramena Luc dans son quotidien. Elle s'entretenait avec une mère de 2 enfants, récemment embauchée après une formation en comptabilité, soutenue par le programme, lorsque son téléphone vibra. Un message. Expéditeur. Luc Dumont. 3 mots seulement. Dispo demain? Déjeuner? Sans hésiter, elle répondit « Oui, midi ». Le lendemain, ils se retrouvèrent dans un petit restaurant discret près du parc de la Tête d'Or à Lyon. Luc était visiblement fatigué, les traits tirés, mais le regard toujours aussi perçant. Il commanda simplement un plat du jour et s'intéressa immédiatement à l'évolution du programme. « Tu as fait du chemin depuis notre dernière rencontre dans ce bureau », dit-il en souriant. « Et vous aussi. »
même si j'imagine que le silence n'est pas toujours reposant. Non, mais il est parfois nécessaire. Il marqua une pause, puis reprit avec un ton plus personnel. Je voulais te voir pour une autre raison, quelque chose que je n'ai jamais partagé, et que je crois important maintenant. Camille le regarda sans dire un mot. Luc était rarement aussi direct sur lui-même. Tu sais, j'ai grandi avec ma mère seule. Mon père est parti quand j'avais 8 ans. Il n'est jamais revenu. Ma mère a tout fait pour que mon frère et moi ne manquions de rien. Elle cumulait 2 emplois, parfois 3. Elle dormait peu. Elle ne se plaignait jamais. Elle ne demandait rien à personne. Il s'arrêta, visiblement ému, mais continua. J'ai souvent pensé que j'avais réussi malgré mon passé. Mais en réalité, j'ai réussi grâce à elle. C'est elle qui m'a montré ce qu'est la constance, le courage, la lucidité. Quand je t'ai vu ce jour-là dans la rue, ce n'est pas de la pitié que j'ai ressentie. C'est une réminiscence. Tu m'as rappelé elle. Non dans tes gestes, mais dans ton regard. Dans ta manière de ne pas t'effondrer, même quand tout semblait contre toi. Camille resta silencieuse. Elle comprenait mieux maintenant l'acharnement discret avec lequel Luc avait soutenu son intégration. Ce n'était pas une faveur, ce n'était pas un élan de charité. C'était un lien invisible, personnel, presque intime, que lui seul pouvait expliquer. « Pourquoi ne l'avoir jamais dit ?» demanda-t-elle. « Parce que je ne voulais pas te faire porter ça. Ton mérite est le tien. Ce programme existe grâce à ton travail, pas à mes souvenirs. Mais aujourd'hui, je crois que tu dois savoir. Tu portes cette mémoire-là, à ta manière, et tu la transmets sans le savoir à celle que tu accompagnes. » Camille sentit un frisson la parcourir. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle réfléchissait à ce que cela signifiait. Pas pour elle seule, mais pour le regard que Luc posait sur les trajectoires humaines. Il ne s'agissait plus de structure, de poste, de carrière. Il s'agissait de reconnaissance, de continuité humaine, de ces ponts silencieux entre générations de femmes qui tiennent malgré tout. Le reste du déjeuner se déroula dans une atmosphère plus détendue. Ils parlèrent des obstacles encore à franchir, des résistances dans certains départements, des ajustements à apporter aux outils d'évaluation. Mais quelque chose avait changé entre eux. Camille ne voyait plus Luc comme une figure d'autorité ou un allié bienveillant. Elle le voyait comme un homme porteur d'une histoire parallèle, qui avait su reconnaître dans son parcours une force qu'il avait lui-même puisée ailleurs, plus jeune. Avant de se séparer, Luc lui serra la main longuement. « Continue. Tu es exactement là où tu dois être. » Camille rentra chez elle le cœur plus apaisé mais la tête pleine. Ce que Luc lui avait confié n'était pas une confidence anodine. C'était une transmission, un ancrage, une manière de dire que ce qu'elle faisait avait un sens bien plus large que celui inscrit dans les comptes rendus. Elle repensa à sa propre mère, à son silence, à ses efforts, et elle se dit que, peut-être, elle aussi laisserait à Élise une empreinte invisible mais durable. Le lendemain, elle reprit le travail comme si de rien n'était. Mais dans chaque décision, chaque phrase écrite, chaque appel passé, elle mit un peu plus de cette mémoire-là. Non pas pour s'en glorifier, mais pour l'honorer, parce qu'elle savait désormais que ce passé, loin d'être un frein, était une fondation solide, et que c'était en s'en souvenant pleinement qu'elle pourrait bâtir un futur réellement transformateur. 6 mois après sa nomination officielle, Camille entra dans la salle de conférence du siège parisien de Veritech, le cœur ferme et la tête haute. Devant elle, une trentaine de responsables régionaux, plusieurs représentants d'organisations partenaires et quelques journalistes spécialisés dans l'économie sociale. Le programme qu'elle avait contribué à créer et qu'elle dirigeait désormais à l'échelle nationale allait être présenté comme un exemple de politique d'innovation sociale réussie. Ce jour-là, elle n'était plus une figure périphérique ni une exception tolérée. Elle était une référence. La salle était sobre, lumineuse, parfaitement agencée. Camille s'installa derrière le pupitre, connecta son ordinateur et lança sa présentation. Pendant qu'elle parlait, ses diapositives défilaient, données d'impact, taux d'insertion professionnelle, témoignages vidéo de mères ayant bénéficié de l'accompagnement, extraits de partenariats locaux, projections budgétaires. Chaque information était précise, chaque mot mesuré. Elle n'avait plus besoin de défendre sa position, elle exposait des faits. Parmi les réussites, elle cita Élise Martin, une ancienne assistante de caisse devenue formatrice en logistique, Aïssatou Diarra, qui avait monté un atelier de couture solidaire, ou encore Marina Lops, qui avait obtenu un poste en CDI dans un centre hospitalier. Des parcours réels,
tracée à partir d'un dispositif qu'elle avait contribué à façonner et à faire reconnaître. Elle conclut avec une phrase qui, sans emphase, résumait son engagement. Ce programme n'est pas un geste social, c'est un investissement collectif dans l'intelligence de celle qu'on a trop longtemps ignorée. À la fin de sa présentation, la salle se leva pour applaudir. Ce n'était pas une ovation orchestrée, mais un signe de respect sincère. Certains s'approchèrent pour la féliciter, d'autres lui posèrent des questions techniques, demandant à adapter le modèle à leur réalité territoriale. Un membre du cabinet du ministère du Travail demanda un rendez-vous. Tout cela confirmait ce que Camille avait mis tant de temps à croire. Sa compétence n'était plus discutée. Elle était désormais incontestée. Mais au-delà des chiffres et des résultats, c'est dans sa vie personnelle que le changement s'était le plus profondément enraciné. Élise, aujourd'hui âgée de 8 ans, avait vu sa mère se transformer sous ses yeux. Elle n'était plus la femme fatiguée, soucieuse à chaque fin de mois, tentant de masquer ses inquiétudes derrière des sourires mécaniques. Camille était devenue une mère présente, concentrée mais surtout fière. Leur quotidien avait changé. Le frigo n'était plus vide, les courses n'étaient plus une angoisse. Et les devoirs du soir se faisaient dans un environnement calme, avec un espace dédié, un bureau, une lumière correcte, et parfois même un mot d'encouragement écrit sur une petite note. Les week-ends, Camille les passait désormais entre balades au parc, préparation de réunions et lecture. Elle avait repris goût à la lecture, elle qui, autrefois, n'en avait plus la force ni le temps. Elle relisait parfois des essais sur l'économie sociale, d'autres fois des romans qu'elle avait laissés inachevés. Elle retrouvait aussi le plaisir de ne rien faire, de regarder Élise jouer sans que son esprit soit hanté par la prochaine facture à payer. Luc, de son côté, était resté en retrait, mais ils échangeaient régulièrement. Leur relation avait évolué vers une amitié franche, sobre, sans ambiguïté. Il la considérait comme une partenaire d'égal à égal. Elle, comme un allié stratégique, mais aussi une personne qui, au bon moment, avait vu ce que personne d'autre n'avait su discerner. Leur dialogue se nourrissait d'idées, de constats, d'ajustements sur les enjeux sociétaux qu'ils tentaient, chacun à leur manière, de faire bouger. Il n'y avait entre eux ni promesse romantique, ni proximité affective inutile. C'était une relation professionnelle de grande confiance, nourrie par le respect mutuel. Une forme de lien rare construit dans l'épreuve et entretenu dans la clarté. Ils se parlaient peu, mais chaque échange comptait. Un jour, alors qu'elle revenait d'une rencontre à Marseille, Camille reçut un message de Luc. « Félicitations, le programme est cité en commission nationale. Tu viens de passer un cap que peu atteignent. » Elle répondit simplement « Merci, mais ce n'est qu'un début. » Et elle le pensait vraiment. Car Camille, malgré ses accomplissements, ne se considérait pas arrivée. Elle savait qu'il restait encore tant à faire, convaincre davantage d'acteurs privés d'intégrer les réalités monoparentales dans leurs politiques internes, développer des modules de formation continue, accompagner les femmes dans la reprise de confiance à long terme, intégrer des dimensions juridiques pour mieux défendre leurs droits, renforcer le lien entre l'entreprise et les services publics. Elle voulait bâtir un modèle qui ne dépende pas d'un projet isolé, mais qui s'inscrive durablement dans les pratiques des grandes structures. Lorsqu'elle repensait à son propre parcours, elle ne ressentait ni honte ni amertume. Elle voyait désormais chaque échec passer comme une marche. Le jour de l'entretien raté, le métro en retard, les regards froids, les refus silencieux, tout cela faisait partie du chemin. Ce n'étaient plus des cicatrices, ce furent des signes. Un soir, alors qu'elle lisait une histoire à Élise, cette dernière l'interrompit pour lui poser une question. « Maman, tu te souviens du jour où tu avais dit que tu avais raté un entretien ?»« Bien sûr. »« Pourquoi ? C'était quand exactement ?» Camille réfléchit un instant, puis elle sourit. « C'était le jour où tout a commencé, en fait. » Et c'était vrai. Ce jour qui avait semblé être un échec de plus fut en réalité le point de bascule. Ce n'était pas la fin d'une tentative, mais le début d'un bouleversement. Ce que Camille avait construit depuis ne tenait pas à un miracle, à une rencontre magique ou à un destin tombé du ciel. Il reposait sur une série de choix, de volontés tenaces, de gestes concrets. Un avenir transformé, né d'un simple réflexe humain, aider quelqu'un qui venait de tomber. Elle se leva, ferma le livre, embrassa sa fille et éteignit la lumière. Demain serait encore une longue journée. Mais elle savait maintenant qu'elle était prête, pas seulement pour gérer, mais pour transmettre, pour faire en sorte que d'autres femmes comme elle trouvent une place non pas offerte,
mais conquise, et cela, elle ne laisserait plus personne l'effacer.